Bonjour à tous, je m'appelle Éric Germont, là, je suis paysan bio à Chabanais. J'élève des limousines et je fais de la viande depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, moi, je viens en tant qu'adhérent à CBD. CBD, ça veut dire Cultivions la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Ça a été créé en 2010 pour promouvoir l'espérance paysanne. En fait, on est une association. On a démarré au départ avec Agrobio Périgord dans les années 2000. Et puis, on essaye de multiplier et d'aider les gens à se passer des semences hybrides. Donc, CBD, on a à peu près 300 adhérents, dont 2 tiers, c'est des adhérents qui sont jardiniers amateurs, et une centaine, après, un tiers, c'est les paysans. Et parce qu'on a beaucoup de... On travaille aussi bien sur les semences pour l'agriculture, c'est-à-dire que le blé, le maïs, le tournesol, que les semences potagères. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 3 types de semences. Donc vous avez d'un côté les semences hybrides. Ce sont des semences d'origine certifiée. Quand vous achetez un sac de semences, il y a une étiquette bleue qui est marquée dessus. Elles sont brevetées pour 25 ans, 25 ou 30 ans. Après, vous avez les semences fermières. Donc c'est des gens qui utilisent des semences du commerce, qui les ressèment chez eux. Et donc, depuis une dizaine d'années, on peut recevoir 34 espèces de ces semences. Donc, du blé, il y a du riz gras, il y a de la fétuque. On peut en semer une partie chez soi. Mettons, on récolte 1 hectare de riz gras et on le ressème pour ça évite d'acheter de la semence. En échange, il faut payer une CVO, une contribution volontaire obligatoire, parce que c'est pour rétribuer un peu les semenciers, parce que vous avez utilisé leur génétique. Et après, vous avez les semences paysannes qui sont libres de droit. Les semences paysannes existent pour le maïs depuis 2000 ans. Donc, c'est des semences qui se sont transmises de génération en génération et qui permettent d'utiliser cette plante comme on veut. Donc, à CBD, aujourd'hui, nous, on forme les gens à utiliser les semences paysannes parce que c'est des semences qui sont adaptées à chaque terroir, chaque territoire. Et puis, on n'a pas besoin tous les ans d'acheter cette semence. Donc, si demain, vous voulez faire, admettons, des semences de maïs ou de blé ou de tournesol, pour être en règle au niveau français, parce que pendant 10 ans, on était en règle au niveau européen, mais pas au niveau français. C'est-à-dire que la France ne voulait pas retranscrire le droit européen en droit français. Parce que les semenciers, aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, 80% des semences hybrides sont détenues par 3 gros semenciers. Et après, les semences paysannes, en France, ça représente moins de 1%. Et donc, aujourd'hui, pour être en règle, admettons, un paysan, il veut semer du maïs ou du blé. Il est adhérent à CBD, ça coûte 10 € par an. Il suit 3 demi-journées de formation. La première journée, on lui fournit sa semence. On lui explique le protocole pour le semer, comment le noter. Il signe une convention d'expérimentation. On lui donne, il fait un chèque de 150 € qu'on garde au niveau de l'association. Et après, durant toute l'année, il fait son semis. On le suit. Il a un référent qui l'accompagne pour pouvoir, parce que c'est des semences qui sont quand même beaucoup plus techniques à suivre, c'est beaucoup plus compliqué qu'un hybride. À la fin de l'année, il fait sa récolte. Si nous, à CBD, on a besoin de semences, on lui redemande une semence. Et le paysan, sinon, il garde le reste. Et à partir de là, sa semence, elle lui appartient. Il peut en faire ce qu'il veut. Donc, il peut la reproduire autant qu'il voudra. Il n'a de compte à rendre à personne. Maintenant, depuis cette année-là, il peut en vendre une partie s'il a besoin. Et puis, il est libre. C'est-à-dire qu'il n'a pas, tous les ans, à racheter cette semence. Donc, on le fait aussi bien pour des tournesols, pour du maïs, pour des... Aujourd'hui, on a un souci, c'est pour les semences fourragères, tout ce qui est semences de prairie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de semences paysannes parce que c'est compliqué à produire. C'est-à-dire que aussi bien c'est facile de récolter du maïs, on récolte 500, 600 épis, 800 épis. On peut récolter du blé avec une moissonneuse batteuse. Les semences fourragères, c'est extrêmement complexe parce que il faut récolter, mettons, des petites surfaces, 20 ou 30 arts de céréales, et on n'a pas d'entrepreneur qui va pouvoir nous récolter ça et après faire le tri. Parce que dans les semences paysannes, aujourd'hui, on essaie que la personne s'approprie sa semence.
Donc, elle la sème, elle la récolte, elle fait le tri, et après, c'est cette semence. Et on parlait tout à l'heure de l'adaptation au changement climatique. Quand on donne des semences à un collègue, les semences, il ne faut pas qu'elles fassent trop de chemin, parce qu'elles mettent souvent 1 an, 2 ans à s'adapter à un terroir. Donc, notamment dans le cadre du blé ou du maïs, la première année, la plante, si elle vient de 50-60 km, il y a un peu un stress, parce qu'elle n'est pas habituée au sol. Donc, elle va fournir, il y aura des maladies, il y aura de la fusariose ou du charbon. Et au bout de plusieurs années, cette semence, elle s'adapte tranquillement. Et après, on peut, au bout de quelques années, modifier un peu la précocité. On peut modifier un peu, si on veut, notamment pour le blé, si on veut un blé plus haut ou plus bas. Et puis aussi, il y a une grosse différence entre les semences hybrides et les semences paysannes, notamment dans le cas du maïs. Quand vous semez un champ de maïs, vous allez semer 100 000 grains par hectare. Vous aurez 100 000 clones. Quand vous semez un champ de maïs population, on va semer 75 000 grains par hectare. On aura en gros 50 000 variétés différentes. Vous aurez du petit, du grand, de toutes les tailles. En fait, c'est ça une population. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est que pour qu'une semence soit inscrite au catalogue, il faut qu'elle soit stable, reproductive et qu'elle ne bouge pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on puisse les différencier. Une semence paysanne, c'est complètement l'inverse. Parce qu'elles ne sont pas stables, elles évoluent dans le temps en fonction de comment on fait évoluer la variété. Elles sont encore différenciées parce qu'il y a des petites et des grandes. Après, c'est la façon du paysan de faire évoluer sa semence. En la faisant évoluer, il modifie sa variété comme il veut. Il peut rajouter d'autres semences, il peut la faire être plus productive, plus résistante à la chaleur, plus résistante à la sécheresse. Donc en fait, tout ça, on apprend à être libre de toutes ces semences. En 2019, sur les semences de maïs, en semences population, moi j'étais à peu près à 120 € d'hectare. Pour à peu près 10 hectares et une semaine de travail. Mes collègues qui étaient en conventionnel, ça leur coûtait entre 500 et 550 € par hectare. Donc sachant que les semences paysannes, en règle générale, on a 20% de rendement en moins en moyenne, parce qu'elles ne sont pas adaptées à être vraiment productives. Et puis il y a d'autres soucis, c'est-à-dire que dans les hybrides, les hybrides ont été sélectionnés pour être beaucoup plus résistants au froid. Et donc, quand on sème du maïs population ou du blé, il faut semer plus tard parce qu'on n'a pas les mêmes résistances. Si vous semez du maïs, mettons habituellement au 15 avril, en maïs population, vous allez semer au 15 mai. Par contre, si au bout de 10 jours, votre semence n'a pas levé, il faut ressemer. Parce que la majorité des gens qui font des semences paysannes le font en bio. Donc après, on n'arrive pas à rattraper, si on veut avoir un désherbage mécanique, la plante ne va pas assez vite. Elle n'a pas le temps de prendre le dessus par rapport aux adventices. Et puis aussi, il y a une différence aussi par rapport aux hybrides. C'est que notamment entre un hybride, quand il va avoir du pollen, il a une quantité de pollen qui est très faible. En population, il a multiplié par 2 ou par 3 la quantité de pollen. Et la pollinisation, durant la période où il y aura une fécondation, en hybride, on est sur 4-5 jours optimum. En population, on peut aller jusqu'à 15 jours. C'est-à-dire qu'on a une durée de pollinisation beaucoup plus importante. Parce qu'en fait, il y a tellement de populations, il y en a qui vont être plus précoces, d'autres moins précoces. Donc, ces variétés, elles s'adaptent avec le temps. Et tranquillement, on apprend, que ce soit aussi bien en maïs, en tournesol, en fourragère si on peut, que les gens ils soient libres de tous ces semenciers pour qu'ils puissent être autonomes. Ils font les semences qu'ils veulent, ils peuvent les échanger avec des collègues. Notamment, ce qu'on fait souvent en blé, aujourd'hui, on a un mélange de 21 variétés de blé. Parce que ça permet d'avoir un blé qui est relativement homogène, relativement stable. Il nous sert notamment pour les paysans boulangers, parce que chaque blé a des caractéristiques différentes pour faire du pain.
Donc, en les mélangeant, on arrive à avoir un blé qui peut être aussi bien pour faire du pain, pour donner à l'alimentation animale. Et puis, il n'y a pas de... Comme les années ne se ressemblent pas au niveau météorologique, il y a toujours une variété qui va s'adapter plus ou moins à l'année. Parce que, on l'a vu notamment en maïs, on avait créé un GI2E, Maison de la semence paysanne. Un GI2E, c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental. Donc, on avait créé un groupe avec 8 éleveurs et 5 céréaliers. On avait à peu près 1300 hectares de culture. On faisait à 90% des semences paysannes. Et sur les 5 ans, on a économisé 412 000 € de semences sur tout le groupe. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on commence à utiliser les semences paysannes, c'est tellement rassurant d'avoir sa propre semence, tellement intéressant que les gens ils continuent au maximum. Aujourd'hui, on essaye de faire plein de mélanges pour être autonome. Bon, ce n'est pas encore parfait jusque-là, mais on arrive au maximum. Donc, il y a un gain économique et c'est des semences qui sont beaucoup plus résilientes. C'est-à-dire que les semences paysannes à l'origine, dans le monde entier, il y a beaucoup de populations qui se nourrissent uniquement avec ça, avec du blé, avec du maïs. C'est leur ration de base. Et donc, c'est des variétés qui sont adaptées à n'importe quelle région du monde. Aujourd'hui, on travaille sur notamment le maïs, le Grand Roux basque, sur l'alimentation humaine. Donc, il y a un groupement dans le Pays basque et chaque paysan fait 1 ou 2 hectares qui sert uniquement pour faire de la farine ou pour faire des galettes pour l'alimentation humaine. Donc, demain, ce sera sûrement une source nouvelle pour produire, au lieu de produire des céréales pour donner à manger aux vaches, on produira des céréales pour nourrir la population. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les semences paysannes, c'est vraiment intéressant parce que économiquement, on est gagnant et puis on a vraiment un réseau qui nous suit. Mais techniquement, c'est quand même relativement complexe. C'est pour ça que quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il a besoin d'être accompagné parce que c'est nouveau comme production. Personne n'est habitué à faire sa semence, à semer, à récolter, à trier. On n'est pas habitué. Récolter 2000 épis de maïs, on ne le fait pas, on n'est pas habitué, on prend la moissonneuse-batteuse. Alors là, on le fait à la main. Et quand on fait notre sélection, pour garder une diversité, notamment si on prend l'exemple du maïs, il faut qu'on garde minimum 600 épis. Parce que sinon, on va finir comme les hybrides, avec des lignées beaucoup plus pures, et on va perdre en diversité. Et aujourd'hui, on le voit bien quand chaque fois qu'il y a de la monoculture, on explique que dès qu'il y a un problème, tout s'effondre. Alors qu'en faisant des mélanges, on a une diversité qui permet aux plantes d'être beaucoup plus résistantes, notamment pour l'alimentation des animaux. Moi, je fais des mélanges avec du blé, avec de l'épeautre, avec de l'avoine, parce que l'avoine, c'est fongicide. Et tous ces mélanges, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins sensible aux maladies et beaucoup moins sensible aussi au stress hydrique. Donc, on arrive tranquillement à adapter nos variétés population un petit peu au changement climatique. Mais aujourd'hui, on a un souci, c'est que, notamment en maïs, on s'est rendu compte dans le cadre du GI2E en 2019, c'est-à-dire que le maïs population, il résiste très bien au manque d'eau. Mais depuis quelques années, on a des fortes chaleurs l'été, et on a eu un souci, c'est que maintenant, il résiste moins bien aux fortes chaleurs. Et au départ, on croyait que c'était parce que la chaleur brûlait le pollen. Et on s'est rendu compte, au bout de 2 ans de recherche, que c'était la grosse chaleur brûlait les soies du maïs, et le pollen, quand il tombait sur les soies, comme c'était trop sec, il n'arrivait pas à féconder les grains. Donc dans le groupe, sur les 13, on est 3 à avoir arrêté le maïs, parce que c'est une culture du printemps qui est un peu plus fragile aux hausses des températures. Donc on essaye de plus aujourd'hui favoriser un peu les cultures d'hiver qui sont un peu moins sensibles et puis qui ont moins besoin de terre plus profonde ou un peu moins d'ensoleillement. Les semences paysannes sont beaucoup plus riches en protéines. En maïs, on est souvent entre 1 point de plus à 1,5 point de plus. Et pareil pour les blés. Et on l'a vu notamment en maïs, parce que quand on compare, mettons, un maïs hybride, 90%, entre 85 et 90% du rendement est fait dans le grain. Alors que dans un maïs population, on n'est qu'à 65-70%. C'est-à-dire qu'on valorise beaucoup mieux, notamment en maïs,
pour l'ensilage, parce qu'on broie toute la plante, donc dedans la plante, il y a encore du sucre, alors que quand on fait du maïs grain en hybride, la paille, c'est rien du tout. Alors qu'en population, la tige et les feuilles ont une importance capitale. Parce qu'on l'a vu sur des essais en engraissement, on a une analyse de maïs en maïs population qui n'est pas forcément très bonne par rapport à un hybride, mais derrière, on a de la croissance. Et on n'arrivait pas à comprendre au début pourquoi. C'est parce que dedans, il y a des substances, il y a plus de sucre dans le maïs population. Elles sont beaucoup plus riches, mais dans les analyses, on ne le fait pas sortir. Et notamment donc, en maïs hybride, on va le complémenter avec du soja parce qu'il est tellement peu riche en protéines, il faut du soja qui vient d'Amérique pour le compenser. Alors qu'avec des semences paysannes, on peut équilibrer le maïs uniquement avec du foin de luzerne ou du foin de trèfle. Il n'y a pas besoin on gagne beaucoup plus en autonomie. Et après, sur les blés, on a souvent 1 point, 1,5 point de plus en protéines. Donc c'est bon pour toutes les plantes. C'est des plantes qui arrivent mieux à utiliser les ressources du sol. Parce qu'on fait 20% de rendement en moins, aussi bien en maïs qu'en céréales. Mais on est souvent en bio, donc on met pas d'engrais chimiques, pas de pesticides. Et l'avantage des semences paysannes, c'est que dans une parcelle, on n'a jamais une parcelle qui est entièrement homogène. Vous avez un terrain, un endroit, il y aura beaucoup de terre, assez humide, une bonne profondeur, il y aura du rendement. Donc un hybride, lui, il aura du mal à pousser partout. Il va être beaucoup plus, il sera beaucoup plus régulier, mais il y a des zones, s'il n'y a pas assez de terre, il ne poussera pas. Un maïs population, il va réguler, c'est-à-dire que si le terrain lui convient très bien, qu'il y a beaucoup de terre, il va faire 2 épis. Il va compenser. Donc c'est pour ça qu'on sème en nombre de grains beaucoup moins important, parce qu'il peut faire 2 épis s'il la passe ou si la terre lui convient. Donc on n'est pas... Il s'adapte vraiment au sol. Les semences sont faites pour ça, en fait. Bonsoir à tous. François Pelequin, donc paysan en bio dans le Nord-Charente, Villefagnan. En grande culture, céréales, légumes secs. Je suis associé avec ma femme dans un GAEC. Et on est 4 à travailler sur 87 hectares, sur des terres séchantes, sans irrigation, avec une diversité de cultures qu'on essaye d'adapter par rapport au changement climatique. Et puis également, je suis gérant aussi de la SAS Les Fermes de Chassagne, qui est un groupement de producteurs bio qui s'est spécialisé sur la valorisation et la transformation des productions végétales bio. Je voulais juste, avant de revenir sur le détail des semences de population, des blés de population qu'on a développés déjà depuis un certain nombre d'années sur notre ferme et en Charente, je voulais juste revenir sur un peu le début de l'histoire, un peu de tout ça, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été complètement dites et qui, pour nous, ont été importantes à l'époque, sur pourquoi on a développé ces semences paysannes. Et en faisant le lien avec le développement des OGM à la fin des années 90, début de 2000, tout d'abord, il y a quand même eu des essais en plein air, donc de maïs essentiellement et de colza ensuite, ou de colza d'abord et de maïs ensuite. Et nous, en agriculture biologique, il était compliqué de cohabiter avec ces essais-là, en plein air, puisqu'on pouvait, à terme, ne plus avoir de semences indemnes de contamination, enfin, dues aux contaminations croisées, et donc de subir des pollutions géniques ou génétiques sur nos productions alimentaires, et aussi de ne plus pouvoir ressemer nos propres semences. Et en plus, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, le cahier des charges interdit toute utilisation d'OGM, alors que dans ces risques de contamination croisée dus à ces essais en plein air, on pouvait se retrouver, des paysans se sont retrouvés avec des semences polluées des productions polluées d'abord dans leurs champs, et ensuite, s'ils réutilisaient ces semences issues de ces productions polluées, ils pouvaient être poursuivis par les propriétaires donc, de ces semences, donc les semenciers, et contaminer leur production biologique pour l'alimentation humaine. Donc ça nous a fait quand même sursauter à cette époque-là, début des années 2000, où avec l'AMAB au départ, et puis après la création du collectif Vigilance OGM, on s'est dit c'est pas possible de laisser des essais
OGM en plein air, il fallait absolument qu'on réagisse. Donc, on a essayé de mobiliser, de sensibiliser l'opinion publique au travers de ces problématiques-là qui risquaient de contaminer toute la filière biologique en France, parce que les essais permettaient d'introduire le loup dans la bergerie pour ensuite contaminer l'ensemble des cultures bio et non bio en France. Et donc le problème de la semence contaminée nous a emmenés dans une impasse, puisque si on ne pouvait plus avoir de semences indemnes de pollution génique, c'est tout simplement la fin de l'agriculture biologique. Par rapport à ça, on a essayé de s'organiser. On est allé à la fois à un procès pour défendre des faucheurs volontaires qui ont fauché des essais de colza transgéniques, donc qui ont alerté la population par rapport à ces problématiques-là. Et ensuite, il a fallu en plus de la lutte contre les OGM, qui a été quand même assez longue et pas facile, parce que c'est quand même la pression de la société civile qui a permis l'arrêt quand même de la production transgénique en France, enfin des essais tout d'abord, et d'instituer le moratoire en 2008. Ça ne s'est pas fait comme ça par la bonne volonté des politiques, c'est parce qu'il y avait quand même 80% des Français qui n'en voulaient pas. Donc cette pression a permis de gagner ce combat-là. Et parallèlement à ça, donc, dès le début des années 2000, à ce moment-là où on lançait la lutte contre les OGM pour sauver notre agriculture bio et paysanne, il fallait trouver des solutions. Et les solutions, c'était de s'orienter vers des semences par des variétés de population, notamment en céréales, donc des blés de population, des blés issus de différents pays, ce qu'on appelait les blés de pays. Les blés, en France, il y a plusieurs pays, et dans chaque pays, il y avait des blés qui étaient sélectionnés depuis des millénaires par rapport aux conditions pédoclimatiques, qui n'avaient pas été bricolées, donc des variétés non inscrites au catalogue avant 1945, qui étaient libres de droit, libres d'accès. Et c'est à partir de là qu'on a été chercher dans les congélateurs de l'INRA à Clermont-Ferrand des variétés de blé principalement, ou d'épeautres aussi, pour essayer de voir en les semant, en les réhabilitant en Charente, pour voir comment on allait essayer d'en sélectionner une partie pour pouvoir les cultiver et ensuite, si possible, les transformer, les commercialiser. Donc, on a démarré avec la Maison d'agriculture biologique, justement, en 2002. On a expérimenté 120 variétés de blé ancien, épeautre, petit épeautre, qu'on a répartis sur 3 fermes. Et pendant 3 ans, on avait 40 variétés chacune sur nos fermes qu'on a expérimentées et sélectionnées pour en retirer environ, je sais pas, une trentaine, une quarantaine sur 120 qui correspondaient à ce qu'on recherchait par rapport à nos modes de culture. Donc en bio, dans des conditions pédoclimatiques charentaises. Voilà, donc suite à ces sélections-là, on a multiplié dans nos fermes, on a échangé, on a développé ces cultures-là. Et parallèlement à ça, il y a eu la création du réseau Semences Paysannes en 2003, donc qui était une convergence justement des différentes associations et syndicats qui se posaient des questions et qui militaient justement contre ces OGM-là et qui voulaient proposer autre chose que des semences bricolées et détenues par les semenciers qui, petit à petit, mettaient la main sur ces semences qui appauvrissaient les sols, appauvrissaient aussi les paysans parce que c'est de plus en plus cher, et des semences dépendantes qui étaient sélectionnées dans le sens unique du productivisme. Voilà. Donc avec des engrais, des pesticides et tout ce qui va avec. Et donc, depuis 20 ans, donc, il y a eu CBD qui s'est créé, il y a eu le réseau Semences Paysannes qui a aussi évolué, il y a eu des sélections qui ont été... il y a eu beaucoup de travail de fait.
Mais aujourd'hui, même si voilà, le chantier est en cours et intéressant pour les paysans de travailler ces semences-là, qui comptent beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients. Beaucoup de travail, comme l'a dit Eric, avec les peu de moyens qu'on a, parce que voilà, on démarre à zéro dans de la recherche qui avait été sélectionnée de façon massale par les paysans, sélection au champ par les paysans depuis 10 000 ans, hein, pour résumer. Et là, depuis 20 ans, eh ben, on est confronté avec toutes ces problématiques donc, d'OGM, de plantes mutées, etc., avec peu de moyens pour développer ces semences, même si on a des moyens humains, paysans, associatifs, etc. Mais ça reste encore, je dirais, insuffisant si on veut développer de façon plus large des filières organisées, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, contrairement à il y a 20 ans, sont demandeurs de plus en plus de ces semences, de ces productions issues de ces semences-là, pour différentes raisons, des raisons qualitatives par rapport à l'alimentation humaine, des raisons, oui, principalement qualitatives, hein, puisque si on prend l'exemple du blé par rapport à la problématique des gluten, où les sélections de blé modernes ont été sélectionnées pour produire un maximum de rendement avec des gluten lourds qui sont adaptés à la mécanique boulangère industrielle. Hein. En gros, avoir du caoutchouc, du chewing-gum, ça se travaille de façon mécanique, facile. Mais pour le problème, c'est pour la digestion. Et il a été remarqué que dans les semences de blé de population, hein, et toute la diversité qu'elles comportent, pour la plupart qui sont utilisées, qui ont été sélectionnées pour la boulangerie paysanne aujourd'hui, sont beaucoup plus digestes et beaucoup plus et meilleures pour la santé, puisque les gluten ne sont pas du tout les mêmes. Ce sont des gluten beaucoup plus digestes que les gluten lourds issus des blés modernes. Donc ça, c'est valable pour les épeautres, les petites épeautres, blé population. Donc les consommateurs savent reconnaître, on sait reconnaître la différence quand on mange du pain, par exemple. Et ceux qui sont allergiques, allergènes, ceux qui ont des problèmes de digestion par rapport à ça, ceux qui en sont malades même, bon, ben, ils savent très bien où il faut aller pour... qu'est-ce qu'il faut consommer dans les différents types de pain issus justement de ces semences-là. Donc, une fois de plus, c'est les consommateurs, c'est la société civile qui risque de faire bouger un peu les lignes par rapport à ces variétés-là, à ces semences-là. Parce que si on veut les développer de façon plus importante, ben il faudra que ça passe par le consommateur. Donc si les étiquetages, effectivement, sont blousés d'entrée de jeu, si on ne s'y retrouve plus, entre un OGM, entre une plante mutée et un pain issu de semences paysannes, une fois de plus, eh ben, ça va être compliqué. Donc je crois que là-dessus, il faut qu'on fasse du forcing pour qu'on différencie bien voilà, notre choix alimentaire. On ne peut pas nous imposer un mélange bâtard où on n'arrivera pas à s'y reconnaître, quoi. C'est pas possible.